Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Va-t-on vers une généralisation malus écologique ? Le malus écologique pourrait donc être alourdi par le gouvernement en frappant un peu plus sur les véhicules avec une pénalité plus élevée. Un malus écologique qui pourrait frapper également les véhicules propres qui n'étaient pas encore taxés. On va en parler avec nos invités. À 19h30, nous recevrons Guy Geoffroy, maire de Combes-la-Ville, dans la Seine-et-Marne, président des Éco-Maires. On parlera avec lui de la voiture électrique. Et comment accélérer le déploiement du vélo sur tout le territoire 15, leader européen dans la conception, la fabrication et le déploiement des services publics de location de vélos. Nous en dira tout Benjamin Yamendieu, qui sera avec nous, directeur général de 15. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre par un coup de gueule avec Jean-Marc qui nous appelle du Calvados. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc. Et ce coup de gueule, bonsoir. ce sont les ralentisseurs. Oui, c'est les ralentisseurs parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Oui. Et quand il arrive que le week-end, on circule un petit peu dans les environs de Bayeux, puisque c'est par là qu'on habite, on en voit, on est secoué et on est malmené. Et je voudrais juste dire que c'est pas seulement le plaisir de râler, parce que vous avez certains Pourtant on aime endroits, ça nous, hein. on aime râler. non mais attendez, il y en a dans pas tous les villages. Mais je voudrais en citer deux qui sont parfaits, parce que ça veut dire que quand on fait un ralentisseur bien fait, les gens ralentissent, les voitures ne sont pas secouées, ne sont pas cassées. Et puis, il y en a un qui est du côté d'un village qui s'appelle Annel, où on fait des petits gâteaux qui sont très bons d'ailleurs. Et là, il y a un carrefour qui a été bâti il n'y a pas longtemps, et on a dû imposer à Carrefour, puisqu'il y a une petite jonction avec la route qui est la route pas de bord de mer, mais que prennent tous les touristes quand ils font les plages du débarquement. Et donc ils ont fait, eux, un ralentisseur qui est parfait. Quand on passe dessus à chaque fois, tous les ralentisseurs étaient comme ça, c'est très merveilleux. Il y en a un autre, par exemple, que je dois citer aussi, parce qu'il est à l'entrée de Bayeux, je crois quand on vient de Vaux-sur-Orge, qui est bien fait. Voilà. Et puis alors tous les autres. Alors vous avez tout, vous avez des escaliers, c'est des vrais escaliers. Vous avez beau, vous pouvez pas passer à plus de 10 à l'heure, même pas 10, à 10, vous secouez votre bagnole. Et il y en a un en particulier, alors celui-là, chaque fois que je passe devant, je me dis c'est pas possible, il faudrait qu'on en parle au prochain. Je crois que c'est à Bazonville. Vous avez la trace de tous les véhicules qui ont accroché, une fois qu'ils ont été sur des sillons. Ah, Il y a ça. 37 sillons avec un petit peu d'huile. Il y a des gens qui cassent leur bagnole, carrément. Bien sûr, mais de toute façon, à force de prendre des dodanes, forcément pour la voiture, ça crée un vrai souci en tout cas. Et que disent les mairies en tout cas, les communes ? Alors, je crois que les mairies, si vous voulez, elles n'ont pas trop de moyens pour bâtir ce genre d'ouvrage. Alors, ils sous-traitent. Ce sont bien elles qui les ont installés, hein, c'est la commune qui les a. Oui. Alors, ils sous-traitent, mais je suis pas sûr qu'ils sous-traitent en prenant toutes les précautions contractuelles qu'il faut pour que l'ouvrage respecte les normes. Alors, les normes, elles existent, mais elles ne sont pas aussi claires et aussi carrées que ça. Ceci étant, puisque des gens comme... on nous dit que si, dans le studio, elles sont très claires. Mais des ralentisseurs en escalier, moi j'avais jamais vu ça. En tout cas, Jean-Marc, merci beaucoup de nous avoir alertés sur ce sujet. C'est vrai que ça peut être pénible. En même temps, le problème des ralentisseurs, c'est qu'on les met parce que certains ne font pas attention à plein de choses. Hein. Les sorties des écoles, voilà. Donc, si on était un peu plus de civisme sur la route, on n'aurait peut-être pas tout ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On revient dans un instant. La hausse du malus écologique est-elle injuste ? On en parle avec nos invités dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Et on est ravis de vous accueillir comme tous les jeudis. Cette émission Les Vraies Voix qui font rouler la France jusqu'à 20h avec Philippe David et nos invités aujourd'hui sur ce débat. La hausse du malus écologique est-il injuste? Léo Larivière est avec nous, expert transition automobile du réseau Transport et Environnement. Et puis en face, Yves Cara, porte-parole du Mobilité Club France. On est ravis de vous accueillir. Bonsoir. Avec des annonces, Philippe, assez dingues. C'est-à-dire que l'explosion de ce malus écologique. Alors la hausse du malus écologique, a priori, parce que l'État a besoin d'argent, malheureusement, et donc il y a le malus écologique comme le reste qui risque d'augmenter. Alors déjà, en quoi ça consiste le malus écologique et comment c'est calculé? Il y a 2 bases de calcul qui sont le volume de CO2 et le poids. C'est bien ça? Qui veut répondre? Yves Cara, Léo Larivière? Oui, le poids 1,6 tonne, en tout cas jusqu'à maintenant. Oui. Au-delà, on paye 50 € par kilo. Et puis le CO2, le gramme par kilomètre, qui était à 118, qui va passer à 113 en 2025. Voilà. Donc on a deux effets qui se coulent. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de bizarre? Parce que plus une voiture a d'éléments de sécurité, un airbag par exemple, c'est très lourd, plus on pénalise le consommateur. Est-ce que c'est pas quand même un peu antinomique, Léo Larivière? D'abord, juste rappeler quelques éléments sur ces deux malus. Ce qu'il faut dire, c'est que ça ne touche pas tous les automobilistes, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de ce malus et il y a des confusions qui sont faites. C'est un malus qui ne touche que les achats de véhicules neufs. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que c'est ceux qui ont les moyens d'acheter des voitures neuves. Or, en France, qui sont ceux qui ont les moyens d'acheter des voitures neuves? C'est 1, les particuliers plutôt aisés, et 2, les entreprises. Donc c'est une taxe qui touche principalement des agents économiques qui ont les moyens de la supporter et sur lesquels repose la responsabilité de cette transition du marché automobile sur les voitures neuves. Donc ça, c'est un point important quand on parle de justice ou d'injustice. En fait, là, on est sur quelque chose qui est relativement juste parce qu'on touche ceux qui ont les moyens, ceux qui ont l'influence sur le marché des voitures neuves. Et ensuite, derrière, ça permet d'orienter le marché et de permettre à tous ceux qui sont sur le marché de l'occasion, justement, de pouvoir accéder ensuite à des véhicules moins polluants, moins coûteux, parce qu'ils auront d'abord été achetés sur le marché des voitures neuves par ces 2 acteurs. En même temps, si je veux mettre un petit peu le bazar dans ce débat, j'ai envie de dire, sous toutes les voitures aujourd'hui qui sont en circulation, des voitures qui ont plus de 10, 15, 20 ans, qui sont encore au diesel, on est presque plus polluant que les nouvelles voitures. Oui, complètement. Alors, il y a une voiture sur 2 qui roule encore au diesel en France. 70% du carburant distribué, c'est du diesel. Je le rappelle parce que on part de là pour aller vers quelque chose de plus vert, même si les diesels sont très verts. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que, bien sûr, non mais, avec les faits, quelles sont les voitures les plus vendues et les plus achetées par les particuliers? Des Dacia. Et des Dacia, des 208, des Clio, ce sont les voitures les plus vendues. Donc en neuf, par les particuliers, les entreprises, c'est autre chose. Et c'est eux qui vont être aussi touchés si on touche 80% des voitures. Donc c'est même plus la classe moyenne, c'est la classe moyenne basse. Donc je suis pas d'accord. Le portrait robot du particulier qui achète une voiture neuve, c'est pas la classe moyenne, c'est pas des ménages précaires, c'est des gens qui sont des particuliers plutôt aisés. Alors oui, plutôt aisés, c'est classe moyenne basse. Ils se tournent plutôt vers des véhicules qui sont pas nécessairement des gros véhicules. On a cité la Dacia en l'occurrence, mais il n'empêche que on parlait justement du diesel. Là. Vous avez mentionné le fait que une partie du parc roulant était en diesel. Justement, le fait d'organiser la transition du marché des voitures neuves, ça permet derrière de permettre à ceux qui sont dépendants du marché de l'occasion, qui sont aujourd'hui dépendants de leur voiture diesel, coûteuses, polluantes pour leur déplacement, d'avoir accès rapidement à des voitures qui sont moins polluantes, qui sont moins chères. Et donc, c'est là où on a un enjeu de justice sociale derrière. C'est qu'on demande aux particuliers plutôt aisés et aux entreprises de porter cette transition de façon à embarquer tout le monde. Et 85% des Français achètent leur véhicule d'occasion. Oui, donc en fait, c'est de ce point de vue-là vraiment un enjeu de justice et d'acceptabilité de la transition automobile. Alors non, c'est pas du tout une justice, parce que déjà, quand on a une automobile, on contribue largement au budget de l'État à hauteur au moins de 40 milliards juste avec le carburant. L'objet la matière la plus taxée à plus de 50%, donc on contribue déjà. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que si on se sert de ce prétexte écologique, de ce malus écologique, qui est déjà inacceptable, à plus de 60 000 € sur certaines voitures, c'est sur les voitures hyper luxe, ce sont des niches. C'est délirant. C'est sur les voitures très très polluantes. Oui, très polluantes. Et d'ailleurs, petite partie du marché. Sur les diesels, vous dites que ça coûte cher, c'est pas vrai. Une voiture diesel, ça coûte pas cher à l'usage et à l'achat de moins en moins.
on va perdre la confiance dans ce qu'on nous présente comme la transition écologique. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2018 ? Il faut avoir de la mémoire. La taxe carbone qui a été augmentée par le gouvernement français n'a pas été fléchée. S'ils avaient dit on augmente la taxe carbone, ça va rapporter 2 milliards, mais avec ces 2 milliards, on va vous les donner, vous allez acheter des voitures moins chères et moins polluantes. Ah, tiens, pourquoi pas ? C'était pas ça du tout. On a bien compris que c'était un impôt. Ça a déclenché les gilets jaunes. On est dans le même contexte. On se sert d'un... Et je trouve que c'est grave. Au-delà même de vouloir défendre ou pas l'automobiliste, hein, je parle dans un cas général. Toutes les autres taxes, sous couvert de prétexte écologique, on va dire, bon, attendez, il nous faut de l'argent, donc on va prendre la taxe écologique, on va bien la charger là, et puis en fait, non, c'est un impôt. On parle plus de contexte écologique. Et on va perdre la confiance. Et on a besoin d'une transition écologique. Et ça, c'est très grave. Deuxième chose aussi, si on l'augmente, c'est sûr, on va vendre moins de voitures neuves. C'est sûr. De 2 millions il y a quelques années, on est à 1,7 million, on va descendre à 1,6 million. Toutes ces voitures neuves qu'on n'a pas, on ne les aura pas sur le marché de l'occasion. Et on en a besoin. Donc, on va avoir un parc français qui va encore plus vieillir, encore plus vite que ce qu'on a maintenant. Donc, c'est bon pour personne. Et encore une fois, quand on a une voiture, on participe déjà largement au budget de l'État. Léo Larivière, ce qui est bien, c'est qu'on a préparé des questions, mais le débat se fait tout seul. Le débat se fait seul, donc on y va, on est parti. Non, je pense qu'on confond deux choses là, hein, parce qu'on a parlé de la taxe carbone et on a confondu avec le malus CO2. C'est deux choses très différentes. La taxe carbone, effectivement, est payée par tout le monde, parce que dès qu'on va faire le plein, on la paye. Le malus CO2... On la paye aussi sur l'électricité. Hein. Oui, c'est la DICPE des consommations de produits énergétiques. Certes, mais mon point, c'est surtout que le malus CO2, lui, n'est pas payé par tous les automobilistes, et donc, de ce point de vue-là, c'est une mesure plus juste. Là où je rejoins, en revanche, ce qui vient d'être dit, c'est le fait qu'on a besoin aujourd'hui, quand on met en place ce genre de taxe, de dire à quoi va être utilisé l'argent qui va être généré par la taxe. Bien sûr. Et ça serait important, intéressant que le gouvernement puisse nous dire sur 2 euros prélevés grâce à cette hausse du malus, 1 euro va à l'effort de réduction du déficit parce qu'on en a besoin et qu'on est dans une situation budgétaire compliquée, et 1 euro va à la transition écologique, et pourquoi pas, par exemple, financer le leasing social qui permet à des ménages précaires d'avoir accès à des voitures électriques. Si on ne le flèche etc. pas, ça ne va pas être accepté. C'est important de le flécher, je suis d'accord. Et de fait... La problématique, c'est qu'on a à la fois cette hausse et en même temps, on est en train de couper sur un certain nombre de budgets, alors qu'il faudrait plutôt orienter ces budgets-là vers les ménages qui ont le plus de difficultés à organiser leur transition énergétique, pour leur permettre de sortir justement de leurs vieilles voitures polluantes qui, qu'on le veuille ou non, sont très coûteuses aujourd'hui. Hein. Il y a de la précarité mobilité en France, 15 millions de personnes qui sont en précarité mobilité. Et donc ce leasing social, ça permet ça. Donc il faudrait utiliser cet argent pour aider ces ménages à passer, j'ai l'impression qu'il y a plein de sujets qui se percutent, puisque on va vers une transition vers l'électrique, on est d'accord. Pendant des mois, on vous a dit vous ne pouvez pas faire l'électrique, c'est trop cher, passez à l'hybride. Donc plein de gens sont passés à l'hybride, et ce qu'ils veulent faire encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces gens-là vont être taxés. C'est-à-dire que ça va dans le bon sens, un petit peu quand même. Ça va dans le bon sens, et pourtant, aujourd'hui, on va de nouveau être taxé. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Je comprends que tout le monde ait envie de revenir en arrière. Je vais donner un chiffre. Selon Mobiliance, de 40% l'an dernier, la proportion de voitures soumises à un malus passerait à 80% en 2027. Alors ça pose quand même question. Ces chiffres, ils sont contestables, parce que ce qu'a fait Mobiliance, c'est qu'ils ont pris le marché 2023 de l'année dernière. Ils ont dit, si on appliquait la taxe de 2027 au marché de 2023, qu'est-ce qui se passe ? 80% du marché des voitures neuves. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Le marché entre 2023 et 2027, il évolue. La part de marché des électriques augmente. La part de marché des voitures moins polluantes augmente. Et donc, in fine, on n'est pas du tout sur 80%. On est sur un niveau de taxation qui reste globalement le même, parce que le marché suit et que la taxe suit l'évolution du marché. Et juste un point, si on ne veut pas payer de taxe, c'est très simple. On achète une voiture qui pollue moins que le seuil de déclenchement de la taxe. Mais si on n'a pas les moyens... Est-ce que l'électrique, ça pollue pas du tout ? C'est possible. Ça ne pollue pas l'électrique. Sincèrement, non mais parlons-nous franchement. Est-ce que l'électrique aujourd'hui ne pollue pas ? En fait, la question, c'est pas de savoir si l'électrique pollue dans l'absolu. Ah bah si, pardon de vous dire, bien sûr que si, c'est ça. Non, parce que toute technologie de la transition a un impact environnemental. Les éoliennes, le nucléaire, la voiture électrique, il n'y a aucune solution miracle, aucune solution où il n'y a pas d'impact environnemental. Oui, mais sauf que la question, c'est est-ce que l'impact environnemental et climatique de la voiture électrique est plus intéressant que celui de la voiture thermique qu'elle remplace ? Et là,
tous les experts climatiques le disent, c'est oui, c'est 2 à 5 fois moins d'émissions en cycle de vie, donc très bien. C'est très clair. Mais lorsque vous allez dire, pardon, excusez-moi, lorsque vous allez dire à quelqu'un, vous avez eu un petit choc avec votre voiture électrique et que finalement votre réparateur va vous dire, remplacer la batterie c'est plus cher que la voiture, ça veut dire quoi? Là on a un vrai problème, parce que c'est le problème, et ce que les gens ne savent pas, ça effectivement, c'est qu'aujourd'hui ce petit choc ou un problème peut faire en sorte que votre voiture soit à la poubelle. Et là, l'empreinte, elle est quand même colossale. Alors, il faut faire quand même attention, hein. Les chiffres nous disent que le coût de réparation et d'entretien d'une voiture électrique, c'est moins cher que sur une thermique. Donc ça, c'est les chiffres, notamment des assureurs. Ça, c'est pour les moteurs. Cela dit, on est d'accord. Il y a un risque important. Non, il y a un point très important, c'est la réparabilité, la recyclabilité des batteries. Et là, on est sur certains constructeurs qui vont sur des modèles où les batteries sont jetables. Ça a été notamment dénoncé récemment par Halte à l'obsolescence programmée dans un rapport. C'est absolument inacceptable. Donc, en même temps qu'on est en train d'aller vers de la voiture électrique, il faut aussi s'assurer que on soit sur des véhicules les plus exemplaires possibles, donc les batteries réparables, donc les batteries recyclables. C'est ce qu'on dit. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. Donc on peut le faire. Oui, mais c'est pas toujours le cas. On aurait peut-être dû le prévoir dès le départ, avant de dire on va passer à l'électrique. Aujourd'hui, quand on a un accident avec une voiture électrique, 100% électrique, quand l'airbag se déclenche, l'assurance la met à la casse. Ça, c'est con. Si. Ah non, mais vous faites comme vous voulez. L'airbag se déclenche. On ne prend pas le risque parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans la batterie. Alors ça, je peux vous le dire, je connais bien le truc. Une deuxième chose aussi qu'il faut dire quand même, l'industrie, quelle que soit l'industrie, a besoin de stabilité. Déjà, les constructeurs, ils sont exsangues. On leur a mis cette transition électrique. Non, attendez, on leur a mis niveau de profit des dernières années. On leur a mis ils ont été exemplaires, non? On leur a mis cette transition écologique avec un agenda insupportable que nous on paye finalement parce que les voitures ont augmenté de 20%, etc. Donc c'est nous qui le payons in fine. Et si on change encore les règles, c'est pas bon pour l'emploi en France, c'est pas bon pour l'industrie, c'est pas bon pour rien. Non, mais ça c'est concret. Donc ne changeons pas les règles. Et encore une fois, si on change ces règles, on ne croira plus à cette transition écologique. Alors, un petit point simplement sur la question industrielle. Sur les 10 dernières années, avant la voiture électrique, on a perdu des centaines de milliers d'emplois en France. Ça n'a rien à voir avec la voiture électrique. Et bien au contraire, c'est un modèle ancien automobile basé sur le thermique qui a généré la crise industrielle automobile dans laquelle on est. Et c'est pas un hasard si tous les syndicats, et notamment la CFDT et la CGT, soutiennent fortement cette transition vers l'électrique, parce qu'en fait, c'est une opportunité unique de relocaliser sur notre territoire tout un tas d'activités et d'usines autour de l'électromobilité. On voit ce qui se passe à Dunkerque avec les batteries. Moi, je suis originaire des Hauts-de-France. On voit bien à quel point c'est important d'avoir ce type d'activité qui arrive chez nous. On a aussi la possibilité d'avoir toutes les activités d'assemblage du véhicule. On le voit à Douai, encore une fois dans le Nord. On le voit à Maubeuge, qui va faire la Renault 5 notamment. Voilà. Donc en fait, c'est aussi une opportunité industrielle importante et les syndicats ne s'y sont pas trompés parce qu'ils le voient comme tel. Mais ce qui était très étonnant, c'est que sur tous ces carburants alternatifs, et pardon de reparler encore du biogaz ou alors de l'éthanol, c'était aussi l'occasion d'avoir une certaine transition. C'était aussi la possibilité d'être moins polluant, parce que, in fine, qu'est-ce qu'on veut? Gagner de l'argent ou être moins polluant? On est d'accord que c'est moins polluant. Aujourd'hui, ce parc, on aurait pu, plutôt que le taxer, le transformer. C'est-à-dire qu'il y a le rétrofit. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment intéressant, rétrofit en électrique, mais déjà la transition sur les biocarburants. En fait, si vous voulez, l'électrique a plein de défauts, évidemment. Il y a plein de choses à faire sur l'électrique. Mais par contre, d'un point de vue environnemental, climatique, c'est la meilleure solution dont on dispose. Oui, c'est moins d'émissions de CO2 que l'ensemble des autres solutions. Je vous ai donné un mot qui est transition, en fait. C'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Oui, c'est pas du blanc au noir. C'est cette transition qui nous permettait d'aller d'un point A à un point B. C'est ça que je dis, c'est tout. Si on regarde les chiffres d'immatriculation, on est sur une transition. C'est-à-dire que ça augmente progressivement. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut que 100% des voitures neuves soient électriques à partir de demain. C'est 2035, il y a 10 ans. Donc ça, c'est un pas de transition qui est logique. Le malus, il nous rappelle à l'ordre quand même. Oui, c'est un malus qui baisse au fur et à mesure et qui suit cette transition. Et par rapport à l'industrie, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça organise la transition de la demande
au même rythme que la transition de l'offre. C'est-à-dire que les constructeurs sont obligés aujourd'hui de passer à l'électrique. En 2035, ils ne pourront plus vendre de voitures thermiques neuves. Et donc, progressivement, l'outil industriel est en train de passer à l'électrique. Ce qu'il faut, c'est que la demande suive le même chemin. Donc, les malus, comme d'autres mesures, ça permet ça. Et d'un point de vue industriel, c'est très logique. J'ai une pensée pour les territoires, toujours. Quand on regarde ça, moi, je voulais vous poser une question. Le malus écologique, c'est vraiment écologique ou c'est fait pour remplir les caisses de l'État ? Yves Cara, je pose la question à tous les deux. On y a répondu un petit peu tous les deux. C'est-à-dire que si c'est pas fléché, on le considère comme un impôt. Moi, je voudrais... Je l'ai déjà dit sur cette antenne. Ce sera le mot de la fin. Cette décision en 2035, au passage à l'électrique à marche forcée, c'est une coque trouée et on essaie de boucher les trous de toutes parts. Ça a été mal fait, avec un agenda qui est mal fait. Et au lieu d'une transition écologique avec un mix énergétique, on veut nous imposer quelque chose qui ne marchera pas. Et je vous regarde les yeux dans les yeux, en 2035, on vendra toujours des voitures thermiques en Europe. J'en prends le pari. On se donne rendez-vous à ce moment-là. Je prends le pari. On sera là. On vous reverra avant. On sera là. J'espère qu'on sera là. On sera là dans le studio. Léo Larivière, merci mille fois d'avoir été notre invité, expert transition automobile du réseau Transport et Environnement. Merci beaucoup Yves Cara d'avoir été avec nous, porte-parole de Mobilité Club France. Et dans un instant, on va vous parler d'un maire, un maire qui s'engage justement pour cette transition et qui est pro-voiture électrique. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous accueillir comme tous les jeudis, les vraies voix qui font rouler la France, avec Guy Geoffroy qui est avec nous, maire de Combles-la-Ville, président des Écomaires. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai envie de vous dire qu'en tant que maire et président des Écomaires, vous accompagnez donc, j'imagine, autour de vous les élus dans leurs projets en faveur de la biodiversité, déjà. Évidemment, je les accompagne, mais beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, n'ont pas tant besoin que ça d'être accompagnés, parce que un nombre de plus en plus important de maires sont déjà rentrés dans des démarches très approfondies de développement durable, pour prendre le terme le plus général possible. Alors, mais Guy, je ferai une question. Qu'est-ce que c'est que les Écomaires ? C'est une association de loi 1901, un regroupement d'élus. Vous êtes sur Sud Radio, comme on dit en occitan, Kézako. Alors, l'association des Écomaires a à peu près 35 ans. Elle a été fondée par Laurent Fabius en particulier, avec un autre élu du Sud, Monsieur Pietrasanta. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà, Yves Pietrasanta. Et l'objectif, c'était qu'avec l'émergence de plus en plus forte des thématiques autour des questions environnementales, on ne laisse pas simplement des groupes déterminés dire l'écologie c'est nous, mais l'idée c'était l'écologie c'est tout le monde, et surtout quand on est à la tête des collectivités locales, c'est-à-dire de ce qui fait la base de la vie de nos territoires dans notre pays. Et donc l'objectif c'était d'insuffler partout dans toutes les communes de France un esprit tendant à installer en toile de fond de toutes les politiques publiques une dimension qu'on appelait à l'époque environnementale, ensuite qu'on a appelée avec la thématique du développement durable, et qui aujourd'hui se retrouve derrière tout ce qui concourt à la lutte contre l'ensemble des dérèglements climatiques. Donc c'est une aventure qui a réuni d'ailleurs toutes les idées politiques, puisque Fabius, on sait qui c'était, le président qui ensuite a suivi après le maire de Pau, André Labarrère, c'est Dominique Jourdain, qui était le maire de Château-Thierry, qui était PS, et qui m'a passé le relais parce que j'étais son premier vice-président de 2001 à 2008, et qui en 2008, quand il a cessé ses fonctions dans l'Aisne, qui a proposé, ce que tout le monde a admis à l'unanimité, que je prenne le relais, ce qui montre que c'est une association qui regroupe tout le spectre républicain des maires des communes, qu'elles soient petites, grandes, hexagonales ou ultramarines, qui ont chevillé au corps cet esprit pionnier à l'époque, qui aujourd'hui n'est plus aussi pionnier, puisque grâce à notre travail et au travail de beaucoup d'autres, ces problématiques, ces thématiques se sont inscrites dans la vie quotidienne des collectivités. Alors la question, parce que ce qui nous intéresse aussi chez vous, c'est que, alors, Combles-la-Ville, pour que ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près à 35 km de Paris. La question de la mobilité pour vous,
vous, donc, a toujours été un enjeu central. Absolument. Enjeu central parce que beaucoup d'habitants qui se sont installés chez nous dans un territoire qui est celui d'une ville nouvelle l'ont fait parce que ils étaient pour beaucoup sur une ligne de train qui est devenue la ligne D du RER, et qui pour eux était très très utile pour rejoindre leur nouveau domicile de leur lieu de travail qu'ils ne quittaient pas tous pour travailler plus près de chez eux. Et comme nous sommes à 35 km de Paris, les transports en commun, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas, puisqu'il y a toutes les liaisons plus transversales qui nécessitent, avec les grands axes routiers qui nous longent, et notamment l'autoroute francilienne, qui oblige à multiplier les déplacements plus individuels, avec la question des mobilités douces et de l'utilisation, bien sûr, de toutes les technologies les plus nouvelles, les plus modernes et les moins polluantes possibles pour ces déplacements incontournables. Et comment vous faites quels sont rapidement vos leviers pour obtenir l'adhésion des Combavilais? Vous savez, il y a des leviers assez simples. Sans rentrer dans trop de détails, moi je préside également notre syndicat de traitement des déchets ménagers qui regroupe une quinzaine de communes dont la nôtre. Et ce syndicat est le seul en Ile-de-France à faire le traitement par méthanisation de la partie fermentescible des déchets, ce qui nous fait produire de l'énergie et du biogaz transformé en électricité. Et donc nos habitants savent qu'ils participent, notamment par le geste de tri et par leur contribution à l'action collective de traitement des déchets, ils savent qu'ils participent à quelque chose de vertueux, tourné autour de la fabrication de carburants nouveaux, en circuit court, propre. Donc, en fait, c'est des actions du quotidien dans des domaines que l'on a choisis et sur lesquels on est très, très actifs, qui font que la population adhère assez facilement à tout cela. Oui. Et monsieur le maire, vous avez fait appel, puisqu'on parlait automobile, en tout cas de voitures électriques, vous avez fait appel à un acteur privé pour le déploiement au plus large de la recharge, avec en plus des tarifs accessibles au plus, enfin en tout cas à tous. Bah oui, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que, bien évidemment, plaider, comme je le fais moi-même, moi je roule en véhicule électrique, il faut montrer l'exemple. Plaider pour le développement de l'achat ou de la location de véhicules électriques, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas des bornes de recharge. Et ces bornes de recharge, moi je souhaitais qu'elles soient non seulement aussi nombreuses que possible et aussi bien placées que possible sur le territoire. Donc il fallait trouver un partenaire qui soit sur cette ligne-là. Il fallait que ça soit, surtout dans une période très difficile au niveau du prix des carburants et de l'énergie, il fallait que ça soit à des tarifs qui ne refoulent pas l'habitant. Et puis il fallait que ça soit associé, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle en plus, que ça soit associé à d'autres services, et notamment à tout ce qui est colis et bornes multiservices. Tout ça, c'est de la proximité, ça plaît aux gens parce que c'est concret, c'est efficace et ça marche. Merci beaucoup monsieur le maire. Guy Geoffroy était avec nous, maire de Combles-la-Ville, président des Écomères. Sud Radio Station Service vous a été présenté par Borne Électrique Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions station-e.com. Les vraies voix Sud Radio. Et tout de suite, on rencontre l'entreprise, la start-up du jour, c'est 15. Alors 15, c'est une entreprise française qui bénéficie de plus de 15 ans d'expérience et occupe une position de leader européen dans la conception, la fabrication et le déploiement de services publics de location de vélos. Nous sommes en compagnie de Benoît Yamengeu, directeur général de 15. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, comment est né 15 et pourquoi 15? Parce que 15, c'est assez surprenant. 15, ça fait référence à un concept qui s'appelle la 15 Minute City, la ville du quart d'heure, qui est une ville dans laquelle on peut tout faire en moins d'un quart d'heure à pied ou à vélo. On peut aller à l'école, on peut aller dans les commerces et tout faire en moins de 15 minutes. Alors, quel service offre 15 ?
Donc 15 propose, vous l'avez très bien décrit en introduction, propose des services de vélo publics. Donc on conçoit, on fabrique et on déploie des services de vélo publics. Donc ça comprend les vélos, les stations et tout le logiciel qui permet de les gérer. Et on le met à disposition des collectivités pour leur système de vélo public au niveau de la collectivité, du territoire, de la région. Eh bien, vous bougez pas, on fait une petite pause et on revient dans un instant. Bien entendu, les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et nous sommes en compagnie de Benoît Yamenjeu, directeur général de 15. Alors 15, c'est un système de mobilité en vélo qui est quand même pas franco-français, parce que vous êtes dans une dizaine de pays aujourd'hui. Mais on va voir déjà en France, parce que c'est quand même là qu'il y a le plus d'auditeurs de Sud Radio. Comment ça fonctionne 15 ? Alors ça fonctionne, donc on travaille avec les collectivités, essentiellement avec les communautés de communes, les communautés d'agglomération, de temps en temps avec les régions, et on répond à des marchés publics, à des appels d'offres pour la mise en place de services de vélo public sur ces territoires. Ça veut dire que ça vous fait aujourd'hui un maillage territorial, j'imagine, de plus en plus important. Vous mettez à disposition des vélos, combien de vélos, comment ça se passe ? Est-ce que le maillage se fait dans la ville ? Est-ce que c'est un point unique ou plusieurs ? Alors il y a plusieurs possibilités. En fonction de la taille de la commune, j'imagine. En fonction, effectivement, le nombre de vélos dépend fortement de la taille de la ville et dépend de l'étendue géographique qu'on veut donner au système. D'accord. Je prends un exemple, la commune d'Auxerre, l'agglomération d'Auxerre a choisi de desservir l'ensemble des communes du territoire. Donc il y a plusieurs dizaines de communes qui sont desservies avec des stations qui vont beaucoup plus loin que le centre-ville. Et ça, c'est un système qu'on met beaucoup en place sur la partie libre-service. Après, on a d'autres types de systèmes comme le vélo en gare, où là, on va être sur de la location en gare. C'est-à-dire que vous descendez de votre TER et vous prenez un vélo et vous le ramenez quand vous repartez à votre station D'accord, même si c'est au bout d'une semaine, ce qui n'est pas un problème. En général, c'est pour des locations qui vont de 1 à 2 jours, c'est pour un déplacement ponctuel. Alors, il y a une chose, vous avez lancé en juin 2023 avec la région Nouvelle-Aquitaine le vélo Modalis. Alors, c'est une ligne qui va de Royan, superbe station balnéaire, à Angoulême, charmante préfecture de la Charente. 120 km, comment est-ce qu'on organise un réseau comme ça ? Et Cécile, je n'ai pas parlé des spécialités culinaires, vous le remarquez ? Oui, absolument. Pourtant, j'en ai sous le pied. On va pas y aller. Donc l'objectif de ce service-là, il est vraiment d'être complémentaire au TER, c'est-à-dire de permettre à des gens qui n'utilisaient pas le TER parce qu'en fait ils se retrouvaient dans une situation à la gare d'arrivée, ils n'avaient pas forcément de solution de mobilité et qui du coup préféraient prendre un autre mode de transport, ça leur donne une solution de mobilité à la gare d'arrivée, à la gare de TER. Donc le but, c'est de rendre le TER plus attractif. Le défi opérationnel, c'est effectivement de déployer un service, non pas sur une ville ou sur une communauté d'agglomération, mais le long d'une ligne de TER de 120 km, donc avec toutes les contraintes qu'il y a en termes de gestion du service le long de toute la ligne de TER. Justement sur la gestion du service, parce que ce matériel s'use forcément, qui s'occupe de quoi ? Est-ce que c'est vous qui prenez en charge toutes les réparations ? J'imagine qu'il y a aussi des vélos qui disparaissent. La gestion justement de cette petite industrie, c'est comment ? Nous, on propose le service tout compris à la collectivité. On s'appuie parfois pour le réaliser sur des partenaires. Mais le service qu'on propose, c'est un service qui comprend à la fois toute la fourniture du matériel, la fourniture du logiciel, comme j'ai dit, mais aussi toute la partie service qui comprend la maintenance, la réparation des vélos et toute la partie aussi réallocation des vélos, mettre les vélos au bon endroit, au bon moment. Donc tout ça, ça fait partie du service qu'on propose à la collectivité. Et donc ça veut dire que sur le prêt, on est sur un système de prêt, c'est ça, en matière d'accidents ou de choses comme ça. Comment ça se passe ? En fait, c'est comme si on vous prêtait un vélo, c'est ça ? Pour l'utilisateur, c'est une location. Pour l'utilisateur, c'est une location de vélo. Et après, nous, par rapport à la commune, c'est soit on vend le système à la commune, soit on le loue à la commune. Mais in fine, l'utilisateur, lui, il loue un vélo pour un trajet. Combien il y en a en France aujourd'hui des vélos ? Aujourd'hui, on a, sur nos systèmes, on a 20 000 vélos à peu près déployés. Ah oui, quand même. Sur l'ensemble du territoire. C'est quoi quand on regarde le profil des gens, est-ce que ce sont des personnes plus âgées ? Est-ce que finalement ça s'étend à toutes les générations ? Alors ça dépend du type de système qu'on met en place. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on capte beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes sur nos services.
En général, comme on est sur du marché public, comme on est sur des services publics, on a des tarifs qui sont abordables et on s'adresse beaucoup à un public qui n'a pas forcément d'autres options de mobilité. Donc c'est vrai que ce qu'on observe, c'est que sur beaucoup de nos villes, on met les jeunes en selle et en fait c'est très vertueux parce que finalement ça les habitue à un certain mode de transport et à l'utilisation du vélo. Mais après, nos services sont vraiment adressent l'ensemble de la population, même s'il y a un peu plus de jeunes, l'ensemble de la population l'utilise. Vous avez même une appli? On a une appli finalement par commune. Par commune, oui, bien sûr, oui. Est-ce que, pardon, allez-y. Non, vous allez même dans des petites communes. J'ai vu que vous êtes par exemple une commune qui aime bien les militaires et ceux qui aiment les expressions un peu fleuries, à Landerneau. Exactement. Comment ça se passe? Parce que quand on fait une ligne de 120 km ou Landerneau, c'est pas Los Angeles, c'est très sympathique, mais c'est pas très grand. Comment vous travaillez avec toutes les communes? Mais là, Landerneau, c'est vraiment l'illustration que ce genre de système peut fonctionner sur toutes les tailles de communes. Et finalement, le besoin, il existe aussi sur ces tailles de communes. Et on a vu à Landerneau, on avait des doutes quand on a lancé le système, parce qu'on se dit que finalement, c'est des systèmes qui sont très connus dans les grandes villes. Dans les grandes villes, on a Vélib, on a Vélove à Lyon. C'est quelque chose qui fait partie du paysage. Vélo Toulouse, n'oublions pas la plus belle ville du monde. Exactement. Là, il fallait que... Mais dès qu'on descend sur des plus petites villes, souvent, soit il n'y a pas de système, et sur des très petites villes, il y en a quasiment jamais. C'est vrai que Landerneau, c'était un peu une interrogation. On a lancé ce système-là, et on a un usage qui est très bon. On a un niveau d'usage qui est pas tout à fait celui qu'on a sur les grandes villes, mais qui est un très bon niveau d'usage. J'imagine que sur le littoral, ça doit très bien fonctionner, mais quid dans la montagne? Parce que c'est ça aussi qu'on a à un moment donné. Est-ce que la montagne est aujourd'hui friand de vélo? Alors, je ne parle pas de côte comme ça, mais est-ce qu'à un moment donné, en fonction des reliefs, ça fonctionne mieux pour les uns ou pour les autres? Oui, en fonction des reliefs, ce qui est intéressant, c'est d'avoir du vélo électrique. C'est vrai que dès qu'on a du vélo électrique, on arrive à s'affranchir de toutes les contraintes qui sont liées à ce qu'on connaissait par avant, qui étaient les vélos qui restent en bas des côtes, qui sont pas remontés parce que les gens n'ont pas envie de remonter la côte. Les Toulousains connaissent bien les coteaux de pêche David, par exemple. Alors là, la montée, elle casse les jambes, c'est clair. Et les Lyonnais connaissent Fourvière et les Marseillais aussi. Enfin, je pense que dans beaucoup de villes, il y a des côtes qui justifient le vélo électrique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le vélo électrique, on arrive à répondre à ces besoins. Mais aujourd'hui, vous êtes fortement internationalisé. Vous êtes dans 10 pays, c'est ça? On est dans une dizaine de pays, oui. Comment ça s'est passé, cette internationalisation? Est-ce qu'on consomme le vélo, comme vous le faites 15, de la même manière en Espagne, en Finlande? Vous êtes en Espagne et en Finlande, et puis dans d'autres pays du monde. Est-ce qu'il y a une consommation spécifique pays par pays? C'est globalement ce qu'on voit, c'est à peu près la même chose. Nous, on est essentiellement en Europe. On a quelques villes en dehors de l'Europe, mais c'est essentiellement en Europe. On a globalement des besoins qui sont les mêmes et des services qui se ressemblent. On va avoir des différences dans la manière dont le service est utilisé, dans la manière dont le service est parfois plus ou moins maltraité, parce qu'on est quand même sur du mobilier urbain, du mobilier public. Bien sûr. Mais sinon, le service en lui-même est le même, quel que soit le pays. Après, c'est effectivement le vélo d'appoint pour un événement particulier, et après, c'est un mode de vie pour certains aujourd'hui de plus en plus. Vous sentez que en tout cas, les Français changent un petit peu leur logiciel? On a des usages qui ont fortement augmenté, alors qui ont augmenté petit à petit avant le Covid, mais qui ont explosé post-Covid. Et ce qu'on voit, c'est que ces services de vélo public qu'on met dans la rue, ils aident à faire de la remise en selle. Et en fait, les gens qu'on voit sur ces services-là, on les voit un jour sur les services, mais le lendemain, ils ont acheté leur vélo et ils utilisent aussi leur propre vélo. Donc, il faut voir ce service à la fois comme un agrément, comme vous dites, et le fait d'utiliser ponctuellement le service, mais aussi comme une remise en selle, et le fait que les gens se remettent à faire du vélo grâce à ces services. Et effectivement, de par les usages, on voit qu'il y a une appétence au vélo qui est fortement croissante en France. Et quels sont les axes de développement de 15 à venir en vue? Alors nous, ce qu'on pousse beaucoup, on a deux choses. On a d'abord le vélo en gare, comme on l'a décrit sur la ligne Royan-Angoulême. Aujourd'hui, c'est une expérimentation qui est menée avec la région Nouvelle-Aquitaine, mais qui va se développer sur d'autres lignes, qui va se développer sur d'autres régions. Et on a aussi le fait de combiner l'ensemble des différents services vélo. Aujourd'hui, vous avez des services de location longue durée. Un service qui est très connu en Ile-de-France, c'est le Véligo, par exemple. Vous avez des services de libre service, vous avez des services de vélo en gare. Nous, on essaie aussi de combiner sur un même territoire, avec un même système, l'ensemble de ces services-là. C'est ce qu'on a lancé à Auxerre, avec la possibilité d'avoir tous les types de services regroupés sur un même service. Et ça, c'est un axe de développement assez fort chez 15.
Et c'est bien connu à Auxerre, faut pas gâcher. Non, faut pas gâcher. Merci beaucoup, en tout cas, Benoît Yamenje, d'avoir été avec nous, directeur général de 15. Je vous incite, en tout cas, faites attention à ces vélos parce qu'ils pourront vous servir à un moment donné. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, Philippe, on parle football. Le But Football Club à 20h, mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Et on vous retrouve, vous, demain à 17h, mais je vous ferai une infidélité. Absolument, je vous retrouverai lundi à 17h, Philippe. C'est le plus beau jour de ma vie. Allez, passez une belle soirée. Salut, à demain.